Bonjour Simon Djamy, écrivain, critique d'art, commissaire d'exposition Africa Remix ou encore les rencontres photographiques de Bamako que vous avez dirigées. Et aujourd'hui, vous êtes un des contributeurs de cet ouvrage, Francophonie pour l'amour d'une langue, Jean-Marie Gustave Leclésio, les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous y participez parce qu'au fond, vous dites « je suis né dans le français ». Oui, j'y participe parce que je suis né dans le français et parce que je pense que parmi les langues que je parle, c'est celle que je maîtrise le moins mal. Et que, comme disait Hegel, c'est dans les mots que nous pensons, et donc il vaut mieux maîtriser le mieux les mots qu'on utilise pour mieux maîtriser l'expression de la pensée. Oui, Louise Mushikiwabo, qui dirige aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait la préface de ce livre, donc pour les 50 ans de l'OIF, se demande, est-ce que la francophonie a une âme? Est-ce qu'elle a une âme, la francophonie? Je ne sais pas si la francophonie est un objet inanimé. On se posera la question que se posait Lamartine. Je ne suis pas certain que la francophonie ait une âme, mais je suis certain que ceux qui utilisent le français en ont une et lui en confèrent une. Oui. Est-ce que la francophonie, c'est le passé de la France? Par exemple, ça c'est une question. Ça dépend comment on le prend. C'est-à-dire que pour certains Français, ça pourrait l'être. Mais je crois que c'est plutôt l'avenir de la France, mais pas en tant que France, en tant qu'une idée de la France. Oui. Vous aimez Baudelaire, Hugo, mais pas au même niveau. Vous les citez tous les deux. Oui. Et surtout, il y avait le monsieur qui fait le voyage à Rome, Stendhal. C'est plutôt Stendhal et Hugo que je comparais. Mais bon, Baudelaire est un poète formidable. Victor Hugo est un humaniste formidable. Je veux dire, le travail de Victor Hugo est énorme. Il ne s'occupe pas uniquement de littérature, il s'occupe d'un tas d'autres choses. Et c'est pour ça que je les aime pour des raisons différentes. Hugo est quelqu'un qui a milité, qui a pris parti dans les événements de son temps. Baudelaire était un dandy. Bon, oui. J'aime les militants et les dandys. Alors ça, c'est l'histoire de la France. Et au-delà de cette histoire, il y a deux personnages, Senghor et Césaire. Vous les citez tous les deux, et vous en préférez un à l'autre. Oui, disons que mon cœur va plus à l'un qu'à l'autre, mais ils ont été tous les deux assez importants. J'ai failli employer un anglicisme. Et je pense que l'une des choses, quand on veut parler d'une francophonie du futur, c'est l'expression de Césaire qui parlait des armes miraculeuses. La francophonie peut, sur certains territoires, représenter une arme miraculeuse, mais à condition de l'adapter, d'en faire quelque chose tourné vers le futur et non pas une glorification du passé. Oui, ça c'est ce qui amène aussi à interroger le concept de négritude par rapport à la francophonie. Bah oui, mais enfin, il y a des nègres, et ces nègres-là parlaient français et ont exprimé leur négritude en français. Donc la négritude, il me semble, ne remet pas en question la francophonie ou la langue française. Enfin, c'est la langue dans laquelle ils ont parlé, dans laquelle ils ont conçu tous leurs concepts. Et c'est en ce sens que Césaire appelait ça, le français faisait partie des armes miraculeuses dont parlait Césaire. Oui. Et Senghor, vous êtes plus critique à l'égard de Senghor. Je suis plus critique parce que je suis toujours plus critique à l'égard de ceux qui ont eu un rêve à mettre en place. C'est normal. L'épreuve du pouvoir. Senghor a été président, donc je ne peux être que plus critique à son égard. Et je trouve que voilà, que cette dimension politique a été plus, comment dirais-je, plus importante, plus prégnante dans son œuvre que Césaire. La dimension politique de Césaire était une dimension plus humaniste, moins politicienne. Oui. Alain Mabankou, un écrivain d'aujourd'hui, a déclaré « La francophonie, c'est la continuation de la politique coloniale de la France ». Je suis d'accord avec Alain, mais alors qu'il aille jusqu'au bout de cette déclaration et qu'il cesse d'écrire en français. Parce que soit il en fait autre chose, soit il n'en fait rien. Je pense que c'est très bien de regarder l'histoire et de la figer en quelque sorte. Je pense qu'une langue est là, c'est comme une bicyclette, c'est ce qu'on en fait qui compte. Ensuite, on n'a pas à se mettre à s'interroger sur les outils dont nous disposons. Oui, mais quand vous dites ça, c'est la théorie du sanglot de l'homme noir. C'est très critique.
ça? Pour moi, j'ai horreur du couplet «Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert». Parce que c'est la meilleure façon de toujours remettre au calendes les changements qu'il nous incombe de faire. Donc ceux qui disent c'est la faute à l'esclavage, c'est la faute à la colonisation, c'est la faute à ceci, à cela. Je dis que les dirigeants africains aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est Napoléon qui les a mis au pouvoir. Et ils ont leur part de responsabilité. Donc il me semble qu'interroger toujours le passé, c'est éviter de regarder le présent. Oui. Et est-ce qu'on peut dire le français rend libre? Je ne dirais pas ça parce que ce serait induire des choses avec lesquelles je ne suis pas certain d'être d'accord. Je dirais que toute langue rend libre et que la manière dont on danse avec la langue rend libre. Il se trouve qu'il y a des territoires dans le monde qui parlent le français et mieux on maîtrise un outil et plus on est libre. La liberté, en cette occurrence, étant la faculté de s'exprimer d'une manière très précise. Oui. Et les langues s'unissent, s'épousent, comme le dit Louise Mushikiwabo. Oui, les langues. Vous parlez 6 langues, hein, je dois le dire. Oui, mais les langues s'unissent et s'épousent et sont complémentaires. Il m'arrive, quand je m'exprime dans une langue, de faire un peu de Picasso, qui disait quand je n'ai pas telle couleur, j'utilise l'autre. Donc de glisser un mot qui sera plus précis et qui traduira mieux ce que je veux dire qu'un autre. Oui, vous êtes né à Lausanne, en Suisse. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et le Cameroun, c'est quoi pour vous, par exemple? Le Cameroun, pour moi, c'est ce que notre ami appelait le pays rêvé. Mais il se confronte bien souvent au pays réel. Donc là, je fais référence à ce recueil de poèmes. Le pays rêvé, c'est le pays des origines, c'est la terre qui nous colle aux pieds. Le pays réel, c'est celui qui a mis mon père en prison, c'est celui qui... C'est celui de Paul Biya, c'est vous celui avez de Paul critiqué. Biya, Oui. c'est celui d'Ahidjo. Enfin, voilà, c'est aussi pour moi, une espèce d'illustration de ces rêves avortés des indépendances. Oui. Et la langue là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est un combat politique? La langue est un combat politique. Quand vous entendez, et c'est pour ça que tous les puristes m'horripilent un peu, mais quand vous entendez la langue française parler au Cameroun ou parler en Côte d'Ivoire, etc., c'est une nouvelle expérience, c'est-à-dire qu'ils font feu de tout bois. Il y a des expressions qui sont d'une force et d'une acuité qui montrent bien qu'une langue... Pourquoi parlons-nous de langues mortes et de langues vivantes? Et je pense que tous ces pays, tous ces territoires sont ceux qui rendent le français vivant. Et parce qu'il est pratiqué, il est réactualisé, pour employer presque un anglicisme, il est révisé, il est infusé tous les jours. C'est Despestre qui disait « J'ai pris la langue française, je lui ai fait l'amour et j'en ai fait de jolis bâtards ». Ouais. René Despestre, c'est magnifique. L'amour d'une langue, c'est aussi la défendre. Vous n'avez pas le sentiment, vous, vu de Suisse, ou si on va en Belgique, ou si on va au Québec, qu'on défend mieux la langue ailleurs qu'en France? On défend mieux le français, la francophonie? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il n'y a aucune raison de défendre quelque chose dont vous pensez qu'elle est totalement en vous, qu'elle est totalement à vous. Ailleurs, le Québec, etc., c'est une vraie bagarre pour ne pas être submergé par l'anglais ou par d'autres langues, le flamand. En France, c'est comme ça qu'on baisse sa garde. On ne voit aucune raison de défendre le français. C'est George Bernard Shaw qui disait « En France, on parle le français ». Et il faisait comme ça des comparaisons avec les pays dont les habitants avait le même nom que celui qui désignait la langue. Et il se posait la question, mais en Amérique, que parle-t-on? Oui. Oui. Et parler français, c'est nécessairement épouser certaines valeurs, une certaine histoire? Non, je pense que parler français hors de France, c'est sans doute épouser certaines valeurs, etc. Et quand je parlais du droit de cuissage des Français sur le français, on voit bien que le français peut servir aussi à des discours totalement incohérents et contradictoires avec ceux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Oui, donc il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'une part, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livres scolaires. Les enfants sont trop grands maintenant. Mais je pense qu'il faudrait infuser ce français universel, et je ne parle pas du français de France, mais du français qui est parlé un peu partout. Je pense qu'il faudrait l'infuser en France, qu'il faudrait dans des ouvrages scolaires parler de certaines expressions, parler du Nucci, parler du Framcam, parler de toutes ces langues, parler des expressions tabernac, voir à quoi ça correspond au Québec. Et donc il y a une conscience d'un français plus grand que le français sur cet hexagone. Merci beaucoup, Simon Ndjammi. Ça, c'est Francophonie pour l'amour d'une langue. Ce petit livre est absolument formidable, dirigé par Le Clésio, prix Nobel de littérature, voilà, dans la collection L'âme des peuples. Et il tient dans la poche. Et il tient dans la poche. L'amour d'une langue tient dans la poche. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous. Merci à vous.